Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette seconde édition d'Inforail, l'émission consacrée aux actualités ferroviaires. Voici les titres de l'actualité de ce mois d'août 2023. Après presque un demi-siècle de carrière, les BB 7200, ces locomotives emblématiques du réseau ferré national, sont passées cette année sous la barre des 100 unités, retour sur leur longue épopée et sur leur avenir. C'est en ce mois d'août 2023 que SNCF Réseau investit près d'un demi-milliard d'euros pour renouveler le réseau des Hauts-de-France, un engagement colossal qui a pour but d'améliorer la qualité des services dans ce secteur. C'est après des années de travaux que la dernière phase de rénovation sur la LGV Sud-Est s'est achevée. Nous reviendrons sur la mise en place stratégique des travaux et les rénovations apportées à la ligne. Après la mise en concurrence du réseau TER dans les Pays de la Loire, c'est SNCF Voyageurs qui a remporté le premier lot d'exploitation. Retour sur ce qui est attendu pour ce premier contrat dans la région. Suite à l'augmentation des activités ferroviaires dans le secteur, l'atelier garage de Corbeil-Essonnes a été mis en service au programme entretien et maintenance des régios de N et des futures rames RERNG pour soutenir le centre de Villeneuve. C'est après la commande initiale portée en 2013 que les régios de N équipent désormais 100% des lignes D-Sud, N et R du Transilien, un matériel qui se caractérise par sa grande efficacité mais aussi par sa modernité. Bien que l'intégralité des lignes du réseau transilien soit exploitée en alimentation électrique, seule la section Triport-La Ferté-Milon de la ligne P est encore exploitée en traction diesel. Nous reviendrons sur l'histoire cadencée de cette portion de ligne et sur ses spécifications. À la grande surprise générale, c'est Keolis qui a remporté l'appel d'offres pour l'exploitation des lignes 16 et 17 du futur réseau Grand Paris Express, un contrat qui vise plusieurs enjeux, à commencer par la mise en service de la gare de Pleyel. Le projet tunnel Euralpin Lyon-Turin a récemment vu ses premières installations mises en service. Effaçant l'obstacle accru de la montagne, il permettra d'accélérer le débit ferroviaire sur cet axe, notamment au niveau du fret, mais aussi de faciliter grandement les échanges. Après avoir été partenaire de la SNCF sous la filiale Ellipsos, la Renfe s'est lancée dans la concurrence en France, une concurrence qui semble bien s'inscrire dans le cadre des liaisons internationales en raison des premières connexions établies sur le territoire, avec bien sûr quelques projets à l'avenir. 43 ans après le début de sa mise en service, la ligne C du RER a entamé sa mutation. Nous reviendrons sur les changements effectués et à venir concernant le matériel et l'exploitation. Prévu pour une mise en service en décembre 2023, les essais du futur tram-train T12 se déroulent entre Massy et Évry, avec au programme des marches à blanc en cohabitation avec d'autres activités ferroviaires du réseau ferré national. Après l'attribution des activités du groupe Keolis-Amé à Transport for Wales Rail, ce dernier mène depuis déjà quelques années une véritable politique de renouvellement et de modernisation de son parc matériel pour exploiter les liaisons régionales et express du Sud. Retour sur les caractéristiques des nouveaux engins et des livraisons à venir. Enfin, c'est pour la fin d'année que le réseau S-Bahn de Hambourg prévoit des modifications concernant l'agencement de ses lignes. La S-Bahn prévoit en seconde phase une extension massive de ses liaisons avec la création de nouvelles lignes d'ici à 2030, accompagnée par la mise en circulation des S-Bahn sur la ligne AKN. C'est officiel, les locomotives BB 7200, ces locomotives mises en service il y a presque un demi-siècle, sont passées sous l'effectif des 100 unités cette année. Ces locomotives BB 7200 font partie d'une grande famille ferroviaire, les Nécassés. Cette célèbre famille compte plusieurs engins dont la particularité est, comme leur nom l'indique, d'avoir un nez cassé, c'est-à-dire une sorte de creux pour disposer le pare-brise du conducteur. On retrouve dans les nez cassés les BB 22200, des locomotives bicourants au nombre de 205, les BB 15000 à courant alternatif uniquement au nombre de 65, et donc bien sûr les fameuses BB 7200 au nombre de 240, les plus nombreuses de la famille. Avec leurs 4400 kW sous leur capot, ces locomotives à courant continu sont capables de tracter des convois à 160 km/h et des trains de marchandises de 1800 tonnes. Ce qui fait la popularité de ces BB 7200, c'est certes leur capacité technique, mais aussi leurs 45 ans de carrière dense.
Les premières machines ont été commandées en 1973 par la SNCF et ce jusqu'en 1983. Regroupées sur 9 centres de l'Hexagone, ces machines sont destinées à remplacer les 2D2 5300, 5400, mais aussi les BB 1-81, 300, 900, 4100 et 4600. Mais elles sont surtout destinées à circuler sur les nouvelles lignes électrifiées en France, comme les lignes Dijon-Bourg, Bordeaux-Montauban ou encore Givors-Nîmes. Malgré le fait qu'elles soient concurrencées par l'arrivée des nouveaux trains à grande vitesse, les TGV Paris-Sud-Est, au même titre que les CC 6500, 7100, les BB 9200, 9300 et les 2D2 9100. C'est d'abord 210 unités qui sont réceptionnées par le centre de Villeneuve, près de Paris, qui circulent sur l'axe Paris-Lyon dès 1977, soit 4 ans après la commande initiale. Mais 5 ans plus tard, un premier lot est transféré vers le centre de Paris-Sud-Ouest pour assurer des services express vers Bordeaux, Limoges, Irun ou encore Toulouse, cela étant dû à la concurrence des TGV sur l'axe Paris-Lyon. Un second lot, BB 7343 à BB 7380, est déplacé vers le centre de Chambéry, en Savoie, où elles doivent assurer du trafic de fret dans la région, en remplaçant les vieillissantes BB 8100. Puis c'est au tour des BB 7201 à 7235, à l'exception de la 7209 détruite par accident, d'être transférés au centre de Limoges pour assurer des services vers Paris-Taubiac ou Toulouse-Saint-Jory. Vers 1984, le centre de Chambéry est renforcé par la livraison de 40 machines supplémentaires, les 7411 à 7440, bridées à 100 km/h, permettant de couvrir davantage les services internationaux vers l'Italie et la côte Méditerranée, depuis les triages de Gevrey, Ciblin et Miramas. En 1987, les bogies aptes à 200 km/h provenant de certaines BB 22200 sont placées sous les BB 7261, 7262 et 7263, logés au centre de Paris-Sud-Ouest, pour aider les CC 6500 sur l'artère Paris-Bordeaux. En 1993, un lot de 30 machines est transféré du centre de Villeneuve au centre de Bordeaux pour assurer le trafic grande ligne, indice 1 devant le numéro d'unité, sur les lignes Paris-Irun, Bordeaux-Marseille, Toulouse-Bayonne, mais aussi quelques trains de pèlerins en provenance et à destination de Lourdes. Enfin, c'est un lot qui est transféré en 1995 du centre de Paris-Sud-Ouest au centre de Marseille pour compenser la radiation des BB 8100 et BB 9400. Mais c'est en 1999 que certaines directives de l'Union européenne provoquent des contre-emplois. Sur les 238 machines, car 2 sont radiées sur les 240 initiales, les 102 machines du service fret des centres de Chambéry et de Bordeaux restent affectées à ce service, mais il n'en est pas de même pour les machines à vitesse maximale de 160 km/h, car sur les 136 machines, seulement 45 sont affectées au trafic grande ligne au centre de Villeneuve. Toutes les autres machines, au nombre de 91, sont affectées au service de fret, dont 41 au centre de Paris-Sud-Ouest, 30 au centre de Bordeaux et 20 au centre de Marseille. En décembre 2001, le centre de Paris-Sud-Ouest échange certaines de ces machines contre du matériel destiné au service grande ligne. Nouveau basculement en 2004, cette fois-ci, les tronçons du centre de Paris-Sud-Ouest et de Chambéry sont supprimés et les machines de Paris-Sud-Ouest sont affectées au centre de Villeneuve et celles de Chambéry sont partagées entre les centres de Dijon et de Bordeaux. Mais l'activité de ces machines commence à régresser car le trafic fret perd en activité et le trafic grande ligne perd en service de jour et de nuit suite à l'arrivée des BB 26000 et l'arrivée du TGV sur d'autres axes de l'Hexagone. Néanmoins, il y a encore d'autres alternatives pour faire circuler ces BB 7200. D'une part, ces 4 machines transformées en 2003 pour être aptes à la réversibilité avec voiture corail affectées au centre de Dijon, puis 8 autres machines en 2007 viennent compléter ce groupe. Certaines BB 7200 sont elles affectées à d'autres dépôts à Marseille, Toulouse et Tours-Saint-Pierre pour assurer des services TER des régions Val-de-Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Midi-Pyrénées. C'est dès 2011 que les radiations débutent pour les BB 7200, avec 12 machines des centres de Dijon et de Bordeaux qui sont détruites. Les autres sont affectées en partie à Tours-Saint-Pierre, équipées de bogies aptes à 160 km/h, puis c'est un an plus tard, en 2012, que 3 autres machines sont rayées des effectifs, les BB 7261, 7262 et 7263. 14 machines sont affectées au service transilien entre Paris-Montparnasse, Rambouillet et Plaisir-Grignon, sous service réversible avec rame VB2N,
renumérotées 7601 à 7614, mais le nouveau destin de ces machines n'est que provisoire, car ce parc transilien est en très grande partie radié en 2020 et en 2021. L'effectif des BB 7200 est passé de 238 machines à 166 machines, effectif de septembre 2016. 60 sont affectées au service de voyageurs, 59 au service TER et 41 au service de fret. Il existe encore un espoir pour les machines des services grandes lignes avec la mise en place de services nocturnes entre Paris et Portbou via Lyon et Montpellier, soit une portion de 1045 km, et entre Paris et Tarbes via Bordeaux et Dax, une portion de 874 km dès 2024, mais ce plan de service nocturne semble limité à quelques années. Cette année, l'effectif des BB 7200 est passé sous l'effectif symbolique des 100 unités au 1er juin 2023. Elles sont au nombre de 99 et sont réparties sur 5 centres d'affectation en France, 29 à Villeneuve et 5 à Tours-Saint-Pierre pour les services intercités, 18 à Dijon-Périgny, 4 à Bordeaux et 20 à Tours-Saint-Pierre pour les services TER et 23 à Lille pour le service de fret. Leur activité continue de s'épuiser devant l'arrivée des nouvelles rames automotrices Regiolis pour les services TER dans certaines régions, et seulement quelques trains de jour et de nuit sont assurés en provenance de Paris. L'activité fret quant à elle marche toujours, mais le parc des BB 7200 devrait diminuer encore plus d'ici 2024. Malgré leur disparition au fil du temps, les BB 7200 ont beaucoup servi le réseau français depuis leur mise en service en 1977 et certaines machines cumulent plus de 9 millions de kilomètres à leur compteur. C'est après une période assez difficile pour la SNCF au niveau des Hauts-de-France, marquée par des annulations de trains et de nombreux retards sur le réseau régional, que l'avenir de la société nationale dans cette zone semblait assez sombre. Mais SNCF Réseau a décidé de diriger un plan d'investissement colossal de l'ordre de 500 millions d'euros dans le but de rénover une très grande partie des installations du réseau ferré. C'est d'abord du côté des voies que les rénovations vont se faire, à commencer par la ligne à grande vitesse nord autour de la métropole de Lille, avec le remplacement et la rénovation d'équipements de voies. Certaines autres lignes du réseau régional sont aussi concernées, comme les lignes Étaples-Boulogne, Compiègne-La Motte-Breuil, La Ferté-Milon-Fismes ou encore Amiens-Cerqueux, avec un investissement s'élevant pour cette ligne à 68,8 millions d'euros. Un autre chantier à 53 millions d'euros, la voie portuaire de Calais, 4,4 km, doit être réadapté de sorte à élever le nombre d'allers-retours par jour, une quinzaine est visée en 2040. C'est aussi des aiguillages qui sont rénovés. Dans la zone d'Aulnay-et-Méry ou Mézil-Moulins, d'autres infrastructures de voies passent à travers ces chantiers, comme la caténaire entre Amiens et Albert. SNCF Réseau investit aussi dans le renouvellement de la signalisation, avec la création d'un nouveau poste de commande centralisé, PCC, consacré à la régulation du trafic et à la sécurisation des circulations. Ce PCC des Hauts-de-France permet de couvrir un trafic de 290 trains quotidiens circulant sur une centaine de kilomètres de voies. Un bâtiment de taille entré en service cet avril et qui a coûté 130 millions d'euros environ. Il fait partie d'un des 20 postes censés remplacer les 1500 postes d'aiguillage sur le réseau ferré national. Encore un autre aspect visé par SNCF Réseau, les ouvrages d'art. C'est de nouveaux tunnels à rénover, dont notamment ceux situés dans la zone d'Amiens, et d'autres ouvrages s'étendant jusqu'à 280 mètres. Cette rénovation d'ouvrages d'art a été lancée il y a 2 ans, mais cette année est particulière que ce sont les voies qui passent par ces ouvrages qui seront renouvelées. Enfin, ce plan de relance vise certaines gares, comme Creil, Compiègne, Valenciennes ou Lille. La modernisation de ces gares est un point essentiel des travaux, mais d'autres aspects sont visés comme l'accessibilité et aménagement interne. SNCF Réseau espère améliorer au maximum la fiabilité et l'efficacité de l'exploitation de cette zone.
Avec un investissement de 503 millions d'euros réalisé l'an dernier, c'est au total plus d'1 milliard dépensé dans cette zone. Et la SNCF espère attirer de nouveaux voyageurs et même, pourquoi pas, faire revenir au train des voyageurs qui l'auraient délaissé depuis. On y est, la dernière phase de travaux de la LGV Sud-Est, l'une des plus anciennes lignes à grande vitesse de France, s'est terminée ce mois d'août 2023. Ces travaux se basent principalement sur le travail de la géométrie de la voie, car le passage à 300 km/h sur cette ligne a fait de cet aspect technique l'un des plus importants. De plus, cette géométrie de voie se déforme au fil du temps suite aux nombreux passages des TGV, c'est donc des opérations de ballastage qui doivent être opérées. Plus précisément, la dernière campagne de travaux s'est déroulée depuis janvier 2023 sur 30 km entre Sambourg et Saint-Florentin. Aussi, cette phase de travaux a un impact réduit sur le trafic TGV en journée, car une limitation à 160 km/h est installée, et cette limitation passe directement par l'équipement du Cap Signal. Il est donc inutile d'installer de la signalisation supplémentaire. L'entreprise Colas Rail, née de la fusion de Spirail et de Secorail en 2008, a réalisé en 2009 l'acquisition d'une dégarnisseuse neuve à 10 millions d'euros, la RM 900 HD 100, pour réaliser ses travaux de voie. L'entreprise est aussi en collaboration avec l'entreprise TSO et chacune apporte un savoir-faire spécifique qui permet de faire avancer plus vite le chantier. Comment ce chantier se déroule-t-il ? Il est composé d'un convoi de 2 trains. Un train de dégarnissage et un train de coupe. Le train de dégarnissage est composé de plusieurs éléments. D'abord, 10 wagons WACAD, qui sont des ballastières modifiées, c'est-à-dire des wagons capables de contenir du ballast, ces petites pierres que l'on retrouve sur les voies, et qui permettent d'être chargés par la dégarnisseuse RM 900 HD 100, qui, elle, retire le ballast. Chaque wagon a 48 tonnes de capacité, autrement dit, la dégarnisseuse peut retirer jusqu'à 480 tonnes de ballast. Cette dégarnisseuse est un bijou technologique car elle permet d'extraire 1100 mètres cubes de ballast par heure et de trier le ballast retiré. Les pierres à bon calibre sont renvoyées sur la voie et les autres sont déposées dans les fameux wagons WACAD. La dégarnisseuse est suivie par 2 ballastières venant compléter le renvoi de ballast à bon calibre. Puis s'en suivent 2 bourreuses, l'une qui permet de rectifier la géométrie suite au passage de la dégarnisseuse, et une autre qui permet d'ajuster la géométrie de la voie pour la rendre opérationnelle pour les TGV. Le convoi est aussi complété avec un wagon social et 2 G1206 qui l'entourent. Le train de coupe, quant à lui, comporte d'abord 7 wagons WT16, qui eux sont suivis du train P95T, développé par Matisa et acquis par Colas Rail en 2019. Ce train s'occupe de remplacer les anciennes traverses par des traverses en béton toutes neuves, regarnies ensuite avec du ballast supplémentaire. Ce train P95T est suivi d'un wagon WACAD permettant de transporter du ballast retiré pour remplacer les traverses et d'un wagon atelier. S'ensuit ensuite 2 bourreuses, l'une d'elles, la 109.3X TSO, acquise par TSO en 2011, permet le relevage définitif de la voie avec un rendement à 1,2 km/h. Enfin, c'est une régaleuse qui complète le convoi avec 4 ballastières. Elle permet de reprofiler le ballast autour de la voie. La voie est ensuite rendue libre pour la circulation à 160 km/h en journée pour les TGV, mais les opérations ne s'arrêtent pas là. Car la maintenance des engins de travaux se font en journée à 6h30, les trains sont vidés, nettoyés, vérifiés et réparés si besoin. L'atelier de maintenance se répartit en 2 zones pour assurer une maintenance continue. Départ des travaux prévus à 20h30, au final la maintenance se fait donc en 14h. Tous ces travaux de renouvellement se sont terminés dans la nuit du 11 au 12 mai 2023, avec au total 400 agents mobilisés jour et nuit pour continuer la circulation des 240 TGV quotidiens sur cette ligne en toute sécurité. C'est après plusieurs années de campagne que ces travaux colossaux se sont terminés, à voir maintenant si d'autres lignes sont touchées. C'est depuis 4 ans que la région des Pays de la Loire a entamé sa réflexion sur la mise en concurrence. Mise en concurrence qui s'explique par la volonté du vice-président en charge des transports dans cette région, Roch Bancourt, de faire cesser le monopole de la SNCF. Il s'agit aussi de montrer que la gestion du réseau régional doit se faire par la région elle-même et non par la SNCF.
C'est donc en octobre 2021 que la région des Pays de la Loire a lancé un premier appel d'offres pour la gestion d'un premier lot de transport. Et un an plus tard, c'est 5 opérateurs qui sont candidats. MyTrain, Arriva, Regionello, Transdev et bien sûr SNCF Voyageurs. Ce premier lot de transport, qui représente 30% environ du réseau régional, inclut 2 ensembles. Le premier, le tram-train, inclut les lignes Nantes, Nord-sur-Erdre, Châteaubriand et Nantes, Clisson. Le second ensemble, nommé Sud-Loire, regroupe un ensemble de lignes en provenance de Nantes et qui s'étendent vers La Roche-sur-Yon. La Rochelle, Cholet, également en provenance d'Angers pour ce terminus, Pornic et encore quelques autres destinations. Ce premier lot doit permettre d'élever de 26% en train par kilomètre en 2026, puis de 33% en 2030. L'offre tram-train doit permettre de passer de 19 allers-retours entre Nantes et Nord-sur-Erdre à 25 allers-retours et de 23 à 25 allers-retours entre Nantes et Clisson. L'offre Sud-Loire verra ses nombreux nombre d'allers-retours augmenté de 2 à 4 allers-retours supplémentaires pour ces lignes dès 2026. Et qui dit augmentation du nombre de trajets, dit aussi une augmentation du nombre de trains. C'est 32 trains en plus et 38 gares qui bénéficieront d'une augmentation d'offres comme celle de Chemillé ou Torfou. Concernant le matériel en lui-même, c'est 24 rames U53500 pour l'offre tram-train et 37 rames pour l'offre Sud-Loire. 10 Regiolis Z51500 électriques, 10 Regiolis Bimode B84500 et 17 rames X76500 diesel quadricaisse. Revenons-en aux 100 millions d'euros économisés grâce à la mise en place de ce contrat. Ils permettront de construire un tout nouvel atelier de maintenance à Nantes où les 37 rames de l'offre Sud-Loire y seront affectées. Ce nouvel atelier disposera notamment d'un poste de reprofilage des roues, une première pour la région, et il se peut que certains matériels des lignes TER puissent en profiter. Pour le personnel, c'est 400 cheminots sur les 1200 agents actuels de la région qui seront concernés par cette première attribution. Une nouvelle filiale sera créée pour exploiter ce premier lot et ces cheminots auront le choix de la rejoindre ou non. Mais les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. Des services supplémentaires seront à disposition des voyageurs dès 2029. Des points de vente au nombre de 18 seront ouverts. Les correspondances avec les TGV seront augmentées de 26%. Tous les trains disposeront d'un chef de bord, en plus du conducteur. Et des actions seront menées dans le cadre environnemental, comme la pratique de l'éco-conduite, la mise en place du biocarburant pour les rames B84500 ou encore l'éco-stationnement. SNCF Voyageurs remporte donc déjà 3 contrats d'exploitation en France. Les Hauts-de-France, Provence, Alpes, Côte d'Azur et donc les Pays de la Loire. D'autres lots sont envisagés, comme celui de l'Étoile Mansell, prévu pour 2029. Le lot Boucle Loire-Bretagne et le lot Axe Loire. La région espère pouvoir proposer une offre qui permet d'avoir au moins un train par heure par gare, mais cette offre s'inscrit aussi dans le développement des services express métropolitains, voire un forêt de juillet 2023, autour de Nantes, Angers et Le Mans, avec une première liaison Savenay-Annecy en 2030. D'autres liaisons sont envisagées avec les communes de Clisson, Sainte-Pazanne ou Nord-sur-Erdre, avec un cadencement d'un train toutes les demi-heures, mais aucun projet d'infrastructure n'est envisagé à ce stade. Ces trains devront circuler sur les lignes actuelles.
Avec l'augmentation de l'offre en région parisienne et la nécessité de plus en plus présente de réaliser des maintenances rapides, efficaces et sans perte, des centres de garage sont situés aux extrémités de lignes. Bien qu'historiquement les centres de maintenance se situent auprès de Paris, premier exemple, le centre de Villeneuve, l'un des plus gros, permet d'accueillir de nombreuses rames et d'ailleurs, ce dernier est en pleine mutation pour accueillir les nouvelles rames Regio 2N des lignes D Sud et R du Transilien, mais aussi les nouvelles rames RER-NG du Regio Express régional, où on en parle dans l'inforail de juillet 2023. Néanmoins, beaucoup de ces ateliers ne permettent que d'effectuer des stationnements. Et c'est pourquoi certains sites ont été transformés pour permettre d'effectuer des opérations de maintenance régulières et à commencer pour celui de Corbeil-Essonnes. Cet atelier, situé à l'entrée nord de la gare elle-même, il va permettre de désengorger le centre de Villeneuve, notamment pendant les périodes de travaux dans la zone. Cet atelier ne permet pas d'effectuer de lourdes opérations, comme celle du centre de Villeneuve, mais il permet d'effectuer des nettoyages et des dépannages mineurs. Les caractéristiques de cet atelier complémentaire sont nombreuses. Voie longue de 280 mètres, après la réception en UM2 des rames RER-NG, mais aussi les rames Z2N et Regio 2N. En bref, l'atelier peut accueillir quasiment toutes les rames du secteur. Ces voies sont montées sur des fosses qui s'étendent sur tout le long de la rame. Les matériels, quant à eux, sont alimentés par des caténaires rigides de 1 kV en courant continu. Les opérations de maintenance peuvent être réalisées par des postes électriques et pneumatiques. D'autres équipements sont disponibles comme des poutres vélocipédiques pour les opérations liées au groupe de climatisation et au pantographe. Une voie de remisage est aussi disponible sur le côté ouest de l'atelier. Ce site est équipé d'accès en toiture, ce qui permet d'effectuer une maintenance à deux niveaux, c'est-à-dire une maintenance rapide réalisable jour et nuit. Une maintenance qui se fait aussi bien plus facilement grâce aux indications d'état envoyées par les rames neuves de Regio 2N et de RER-NG dans le futur. Et qui dit maintenance prédictive dit aussi plus de sécurité, plus d'efficacité et plus de rapidité. À son ouverture en juillet 2021, c'était 8 agents qui étaient présents. Aujourd'hui, en 2023, il y a eu un gain de 6 agents et il devrait être au nombre de 30 en 2024, avec l'arrivée du RER-NG, qui remplacera définitivement les rames Z2N en 2029. Cet atelier complémentaire permet d'apporter une réponse à la qualité de l'offre qui devient de plus en plus abondante, et particulièrement en Île-de-France. C'est face à la vieillesse du matériel, devenu de moins en moins fiable et ne répondant plus vraiment aux attentes des voyageurs, que l'autorité organisatrice en Île-de-France, Île-de-France Mobilité, a commandé en 2013 auprès du constructeur Bombardier des rames Regio 2N qui ont pour but de remplacer ce matériel ancien et de prendre en charge 100% des dessertes des lignes où il sera affecté, à la même image du Z50000, surnommé le Francilien. Ces nouvelles rames Z57000 sont dérivées des configurations TER du Regio 2N en version 8 caisses et longue de 110 mètres, aptes à 160 km/h, chose que l'on retrouve assez rarement dans cette région. L'aménagement quant à lui a été conçu pour répondre à des déplacements de type périurbain. Quelques aménagements techniques ont également été réalisés pour cette version du Regio IDF, comme une revisite des portes d'accès voyageurs ou des équipements de supervision des quais embarqués pour le conducteur. La première rame livrée 4 ans plus tard après la première commande est reçue par le centre de Villeneuve, la 001R. Puis les autres rames numérotées 002R à 042R sont reçues entre décembre 2017 et mai 2019. Ces premières rames sont destinées à circuler sur la ligne R du Transilien. D'abord sur la rive droite, entre Melun et Montereau, en unité simple dès le 8 décembre 2017. Puis c'est au tour de la rive gauche, Paris-Montereau, entre avril
et juillet 2018. Et entre septembre 2018 et décembre 2019, c'est la branche Paris-Montargis qui est desservie par les régios de N, parfois même en unités multiples 3 éléments pour répondre à l'affluence en heure de pointe. C'est donc 100% de la ligne R du Transilien qui est couverte par le réseau de N, radiant ainsi les anciennes Z5300 et Z5600 qui circulaient encore sur cette ligne. Aussi, l'arrivée des régions de N se fera sur la ligne D-Sud, séparée du RERD, en décembre 2018 avec la réception de 19 rames, les 043R à 061R, pour circuler sur les liaisons Corbeil-Essonnes, Melun et Corbeil-Essonnes-Malherbe en unité simple. Au total, c'est 61 rames qui circulent sur les lignes R et D-Sud, mais les deux parcs restent séparés administrativement. Puis c'est au tour de la ligne N à partir de janvier 2020 avec la réception de 73 rames au centre de Montrouge, mise en service en décembre 2020 suite à la crise pandémique sur l'axe Paris-Montparnasse-Dreux. Puis c'est ensuite la branche de Rambouillet qui est concernée en novembre 2021, la branche de Plaisir-Grignon en janvier 2022 et enfin la branche de Mantes-la-Jolie le mois suivant. Avec une dernière rame reçue cette année en janvier, la 134R, la ligne N est officiellement entièrement couverte en octobre 2022 par la desserte des régions de N. Ces nouvelles machines sur la ligne N ont permis d'effacer les vieilles Z8800 qui ont basculé sur la ligne U et les BB 7600 qui sont des BB 7200 spécialement basculés sur le réseau transilien avec leur rame VB de N. Concernant le cadencement des lignes, c'est 35 lignes de roulement pour la ligne R, 17 pour la ligne D-Sud et 60 pour la ligne N. Ces services sont effectués grâce à la maintenance régulière dans les centres de Villeneuve, Bercy et Corbeil-Essonnes pour les lignes D et R et les centres de Montrouge et Trappes pour la ligne N. C'est avant toute chose la nouvelle politique de transport de la région qui est à l'origine de ce changement de matériel, qui est la suivante, une ligne, un matériel, qui avait débuté avec le lancement du francilien sur les lignes H, J, K, L et P, et qui continuera avec les nouveaux matériels comme le MI20 pour le RERB, les ZNG pour le RERC et bien sûr le RERNG pour lignes D et E du RER. D'autres commandes sont en cours concernant ces régions de N, avec la réception de 2 rames supplémentaires sur la ligne D-Sud début 2024 et une autre au début de 2026. De son côté, la ligne R attend 9 nouvelles rames début 2024 et 6 début 2026, si tout se passe bien évidemment. Pas de nouvelles commandes pour la ligne N car le parc lui est suffisant. C'est aujourd'hui 134 rames qui circulent et donc 152 qui circuleraient en 2026. Une nouvelle commande de 12 rames serait nécessaire concernant la création d'une ligne S, ex-D-Sud, mais les décisions sont à prendre rapidement en raison des échéances liées aux commandes. Et oui, on parle encore du Transilien, après les lignes D-Sud, N et R, parlons de la ligne P, et plus particulièrement de la branche Triport-La Ferté-Milon. Ce qui fait la particularité de cette branche, c'est qu'elle est la seule ligne du Transilien qui n'est pas encore électrifiée, et cela veut dire que seuls des trains diesel circulent sur cette ligne. Longue de 30 km, la numéro 072 du réseau ferré national commence de la bifurcation de Germigny, juste après la gare de Triport, en pleine forêt de Monceau. La ligne part ensuite vers la Seine-et-Marne, en traversant le paysage agricole du Mulcien, en longeant le canal de l'Ourcq, tout en traversant au niveau de Mareuil son canal parallèle, la Marne, pour ensuite passer dans le tunnel de la Queue-d'Âme, long de 400 mètres, pour enfin atteindre la gare de La Ferté-Milon. Cette gare permet quant à elle de rejoindre le Tardenois et la Champagne en direction de Reims et de Fismes. Cette courte ligne a une vitesse maximale autorisée de 120 km/h et possède une signalisation sous forme de balles, les blocs automatiques lumineux, entre Germigny et Lizy-sur-Ourcq, puis d'une signalisation BAPR, bloc automatique à permissivité restreinte, entre Lizy-sur-Ourcq et La Ferté-Milon. Concernant le matériel roulant, c'est uniquement des AGC, des autorails grande capacité, bimode B82500, capables de circuler et en électrique et en diesel à 4 caisses Île-de-France, qui couvrent des services omnibus depuis Meaux jusque La Ferté-Milon entre 5h et 22h, avec 18 fréquences horaires en semaine, dont une avec pour origine la gare de Paris-Est, 17 fréquences le samedi dont 2 avec pour origine Paris-Est, et 16 fréquences le dimanche et les jours fériés.
La section située entre la gare de Meaux et Paris-Est est parcourue en 1h08, soit par des trains en direction ou en provenance de Château-Thierry, en Z 20500, soit par des trains origine omnibus identifiés PC ou Missy, assurés par des Z 50000. C'est un train de fret épisodique qui circule sur la branche Triport-La Ferté-Milon qui achemine du sable Dulci-Berny, et également quelques trains de matériel pour le centre TGV Est européen qui circulent. Cette petite section Triport-Reims, aujourd'hui raccordée au réseau transilien, a connu une histoire assez particulière, notamment à cause des deux conflits mondiaux. Ligne numérotée 2, cette radiale, ouverte le 1er juin 1894 par la Compagnie de l'Est, a d'abord été construite par-dessous les voies menant à Strasbourg pour éviter un cisaillement. Deux embranchements secondaires aboutissaient l'un à Mareuil, en provenance d'Ormeaux-Villers, et l'autre à La Ferté-Milon depuis Villers-Cotterêts. Et un dépôt de locomotives a donc été construit à La Ferté-Milon. Mais c'est au début du conflit mondial de 1914 que l'artère Triport-Reims connut une histoire bien sombre. Lors de la bataille de la Marne, la ligne fut placée dans la zone du front franco-allemand, les trajets grandes lignes ont donc été interrompus et une courte ligne éphémère militaire a été construite entre Lizy-sur-Ourcq et Changy-Saint-Jean. La ligne a ensuite connu au moment de l'entre-deux-guerres un trafic important de la Compagnie de l'Est, impliquant des engins à vapeur 241A, 231B, 231C, 230A, B, J, K, 150E, 140A, 140B, 141TB et 141TC. A l'époque, ces deux express à destination de Charleville, 3 pour Luxembourg, 3 omnibus entre Paris et Reims, 1 pour La Ferté-Milon, et 2 trains entre Meaux et La Ferté-Milon, le tout avec un express nocturne, le 3738, de Paris à Francfort via Thionville. Naturellement, le début de la Seconde Guerre mondiale en 1939 conduit à la forte diminution de ces horaires quotidiens, malgré le fait qu'un raccordement stratégique ait été construit la même année pour unifier les lignes de Reims et de Strasbourg. Toutes les gares entre Triport et La Ferté-Milon furent bombardées en juin 1940 par la Luftwaffe, mais la ligne 070, Paris-Est-Strasbourg, avait repris du service en décembre 1940 jusqu'à Triport et en février 1941 pour la 072 jusqu'à Fère en Tardenois. Itinéraire qui fut très utilisé par les autorités de la Wehrmacht durant l'occupation pour les trajets de et vers le Reich, et les services commerciaux ne dépassent pas les 2 express quotidiens et 3 omnibus en 1941. La reprise des services express vers Charleville et Luxembourg ne s'effectue qu'au cours des années 50, avec quelques tournées Paris-La Ferté-Milon assurées par des X3800 de Renault. Mais c'est en 1962 que la ligne va connaître un véritable tournant. L'électrification de la ligne Paris-Est-Strasbourg et le report des express vers Charleville et Luxembourg via Épernay, que la ligne du Tordenois va connaître un assèchement. Les engins à vapeur sont progressivement remplacés dès le début des années 70, avec l'arrivée des engins diesel BB 66000, A11, A11, 68000, 68500 et les fameux CC 72000, les diesels les plus puissants détenus par la SNCF à l'époque. Mais aussi quelques autorails X2800 et X4300. La desserte omnibus, assurée entre La Ferté-Milon et Reims, est abolie le 6 mars 1972, soit 10 ans après l'électrification de l'axe Paris-Strasbourg, et cette desserte fut remplacée par des dessertes routières avec autocars. Desserte qui reprit du service en 1981 sous l'impulsion du ministre socialiste des Transports à l'époque, avec cette fois quelques services allant jusqu'à Paris-Est, tractés par des BB 66400. La ligne reprend véritablement du service au milieu des années 2000, en 2005 plus précisément, grâce à la construction de la LGV Est européenne, où circulent des TGV raccordés à la ligne Triport-Ferté-Milon par voie unique au kilomètre 62, utilisée notamment par de nombreux trains de chantier en liaison avec les centres de travaux dockers, devenus base de maintenance. Les AGC Bimode B82500 rentrent sur la scène ferroviaire de cette ligne dès 2008 pour assurer des navettes Meaux-La Ferté-Milon, mais la liaison La Ferté-Milon-Fismes fut remplacée par une desserte en autocar. Cela étant lié aux vitesses faibles sur cet axe à cause de l'infrastructure de ligne, le 3 avril 2016. Quelques convois avec BB 67400 continuent de circuler sur l'axe de la ligne 072, mais les AGC B82500 couvrent à partir de 2022 la totalité des services sur cette branche de la ligne P du Transilien, cela étant dû à l'électrification de la ligne Gretz-Longueville-Provins. Même si l'idée d'une électrification de la ligne Triport-La Ferté-Milon reste en tête, elle serait source de modifications majeures comme la mise au gabarit de certains ouvrages d'art, et notamment le tunnel de la Queue d'Âme.
Souvenez-vous, nous avions évoqué dans l'inforail de juin 2023 l'organisation qui était chargée d'entretenir les futures lignes du Grand Paris Express, à savoir les lignes de métro 15, 16, 17 et 18. La RATP est chargée d'entretenir ces infrastructures, mais il paraissait évident que le service d'exploitation de la RATP allait naturellement prendre en charge l'exploitation de ces lignes. Et Keolis semblait ne pas avoir beaucoup de chances de les exploiter. Pour contrer toute suspicion, la RATP a mené une stratégie d'impartialité séparant physiquement et administrativement les deux services. À la surprise générale, c'est Keolis qui a été mis en avant par IDFM dans un communiqué du 11 mai 2023. Ambition confirmée officiellement par le conseil d'administration d'IDFM le 30 mai 2023. C'est donc Keolis qui exploitera les lignes 16 et 17 du GPE. Malgré l'expérience et les moyens que dispose la RATP avec l'exploitation de 16 lignes de métro à Paris, plus ou moins longues, avec près d'une dizaine de matériels roulants, avec des modes de conduite différents. C'est donc un contrat qui porte sur 10 ans d'un montant de 300 millions d'euros et qui concerne les premiers tronçons ouverts au public. Il s'agit surtout pour Keolis de préparer la future gare de Saint-Denis-Pleyel, qui devrait ouvrir d'ici moins d'un an, en juillet 2024. Saint-Denis-Pleyel sera le plus important point de bascule interligne face à l'emblématique station de Châtelet-Les Halles, à Paris. Desservie par les lignes 14, 15, 16 et 17, en correspondance avec la ligne de métro 13 et le RERD, l'enjeu de la mise en service de cette gare est de grande taille. Et c'est pourquoi le futur exploitant a commencé à investir dans cette gare depuis le mois dernier. D'autant plus que le cadencement de cette gare sera très élevé, avec un début de service à 5h du matin, avec un métro toutes les 2-3 minutes, en heure de pointe, jusqu'à 1h15 le jour suivant, dont 2 trains sur 3 fileront sur la ligne 16 et l'autre sur la ligne 17. Autant dire que la gare ne dormira presque jamais. Mais il y aura un point où ça coince, le financement du contrat, mais aussi ceux à venir. Valérie Pécresse, la présidente de région, a annoncé qu'elle ne dispose pour le moment pas des fonds nécessaires pour l'ouverture de ces lignes et pour le projet adjacent comme le prolongement de certaines lignes de métro et celle du RERE à l'ouest. Il manque à ce jour environ 800 millions d'euros pour l'exploitation du réseau en 2024. Avec 200 millions de charges supplémentaires liées au JO 2024. De plus, cette situation devient urgente à cause de l'ouverture prévue dans plus de 2 ans environ. La présidente de région en a donc fait appel à l'État pour des ressources financières. Plusieurs pistes de financement annexes ont été faites, mais la présidente de région annonce qu'elle n'ouvrira pas ces nouvelles lignes si elle ne dispose pas des ressources nécessaires. Néanmoins, l'ouverture est toujours prévue dans le calendrier fin 2025 pour la 15 Sud et 2026 pour les autres lignes. La première phase de mise en place du futur tunnel euro-alpin Lyon-Turin s'est déroulée ce mois de mai dernier. Et les changements à venir sont nombreux. D'abord, un petit peu de contexte. Le projet du tunnel euro-alpin Lyon-Turin, le projet TEL, est un projet qui vise à construire un très long tunnel à double voie à travers les Alpes, de 57,5 km depuis Saint-Jean-de-Maurienne. D'un montant de 27 milliards d'euros, il vise à faciliter grandement les communications ferroviaires entre l'Europe de l'Ouest, France, Portugal, Espagne et Royaume-Uni, et l'Europe de l'Est, Italie, pays des Balkans et plein d'autres. Les premiers travaux ont commencé en octobre 2018 autour de la gare de Saint-Jean-de-Maurienne avec la création de l'UTM, l'unité de travaux Maurienne,
entité de SNCF Réseau. Les opérations menées sur cette gare visent à en faire un nouveau pôle d'échange multimodal. La gare se situe actuellement dans une situation transitoire pour accueillir les futures voies qui se dirigent vers le tunnel. Mais dans la période du 5 au 12 mai 2023, les circulations sur la ligne de la Maurienne ont été complètement interrompues, remplacées par des services autocars durant cette période. C'est environ 200 agents SNCF Réseau et une dizaine d'entreprises extérieures qui ont été mobilisées. Au cours de cette période de travaux, c'est d'abord l'intégration des nouvelles voies du TEL qui a été visée autour de Saint-Jean-de-Maurienne, entraînant la neutralisation des équipements du triage dans la zone, ainsi que l'ancienne sous-station alimentant les caténaires. Le poste relais à transit souple, le PRS, a vu son dernier convoi partir le 5 mai après 50 ans de service. Ce PRS sera remplacé par un tout nouveau poste d'aiguillage informatique, le PAI 26. La disparition du triage de Saint-Jean-de-Maurienne n'est bien sûr pas sans conséquence. C'est celui de Saint-Avre-la-Chambre qui verra ses installations renforcées pour soutenir l'activité fret dans la région, avec la création d'un faisceau pair de 5 voies. Mais ce triage sera lui aussi géré par le nouveau PAI 26, mettant hors service le poste local. Concernant la portion de voie entre Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Avre-la-Chambre, la voie ne sera plus sous installation permanente de contresens, IPCS, mais sera sous régime de banalisation. On attend de cette modification une amélioration du débit de cette portion essentielle. Enfin, on compte parmi les nouveautés la création d'une nouvelle sous-station à Saint-Jean-de-Maurienne qui peut fournir des tensions en 1500 volts en courant continu et également en 25 kV courant alternatif. C'est aussi deux sous-stations qui ont été mises à niveau à 1500 volts en courant continu. Saint-Michel-de-Maurienne et Fresnay. La mise sous tension s'est effectuée dans la nuit du 9 au 10 mai et aucun problème n'a été repéré. Le projet du TEL fait aussi un objet de travaux connexes. La création du nouveau PAI 26 est la cause du remplacement de 38 signaux, du démontage de 25 guérites et le renouvellement d'autres appareils de voie sur une portion d'environ 70 km entre Aiguebelle et Modane. C'est aussi la portion Modane-Saint-Jean-de-Maurienne qui est concernée avec la refonte des détecteurs de boîtes chaudes. Des embranchements sont effectués, notamment pour le chargement de gypse construit par le groupe Vinci. Enfin, ces petits travaux de gare et de voies qui sont effectués grâce à l'interruption des circulations, comme le désoxydage des voies par l'entreprise ETF, un train d'essai assuré par la BB 75065 a circulé le 11 mai à 30 km/h dans les deux sens de circulation et aucun problème lié aux travaux n'a été repéré. Malgré la très faible part du fret assuré par le rail sur l'axe Chambéry-Turin et les nombreuses polémiques qui l'entourent, l'ouverture du tunnel en 2032 permettrait d'améliorer la circulation du fret sur cet axe, mais à la seule condition que les réglementations européennes sur le transport routier venaient à changer. Il ne reste à ce jour plus qu'à savoir ce que deviendra la ligne Saint-Jean-de-Maurienne-Modane avec les circulations régulières futures. C'est après avoir été partenaire de SNCF sous le nom d'Ellipsos que la Renfe a décidé de se lancer dans la concurrence sur le sol français. Après Trenitalia en 2021, c'est maintenant de nouvelles lignes France-Espagne qui ont vu le jour le mois dernier, qui sont au nombre de 2, Lyon-Pardieu, Barcelone-Stans, lancé le 13 juillet. Et 15 jours plus tard, Marseille-Saint-Charles, Madrid-Atocha.
Le trafic sur ces lignes depuis leur lancement est d'abord d'un aller-retour quotidien du lundi au vendredi. Un trafic qui augmentera d'ici le mois prochain à 28 trains hebdomadaires pour Lyon par 2 et dès octobre 2023 pour Marseille-Saint-Charles. Les gares desservies sont nombreuses, Perpignan, Narbonne, Béziers, Montpellier-Saint-Roch et Nîmes pour la France, et Gérone et Figueras en Espagne. La gare de Valence sera elle aussi desservie pour la liaison Lyon-Barcelone. Et les gares d'Aix-en-Provence TGV ainsi qu'Avignon TGV, Tarragone, Saragosse et Guadalajara pour la liaison Marseille-Madrid. Les services sont assurés par les rames AVE S100 et S101, des rames bicourants de 25 kV en courant alternatif et de 3 kV en courant alternatif également. Le parc espagnol compte 24 rames AVE, 18 rames S100 et 6 rames S101. Ces rames ont été achetées à Alstom il y a une trentaine d'années et s'inspirent du TGV Atlantique de l'époque, mais elles se limitent à 8 voitures. Elles ont par ailleurs été rénovées entre 2006 et 2008, et 10 d'entre elles sont aptes à la circulation en France, avec équipement de sécurité comme le KVB, la TVM, la caténaire à 1500 volts en courant continu, et aussi une capacité de 347 places. Même si aucune difficulté n'a été rencontrée pour les faire valider par l'EPSF en 2013, il a tout de même fallu obtenir un certificat de sécurité, car jusqu'alors le personnel changeait en fonction des frontières. Mais avec le lancement de la concurrence, la SNCF n'a plus le contrôle sur l'exploitation de ces trains, et la RNF a dû donc renforcer la formation de son personnel. Ce certificat de sécurité a été validé en décembre 2022. Concernant les prix des trajets, la RNF a choisi de les plafonner en fonction des portions de voies parcourues. 9 € pour un trajet entre des gares françaises, 19 € pour un trajet en provenance d'Espagne jusqu'à Montpellier, et 29 € pour les services les plus longs jusqu'à Marseille et Lyon. La RNF vise un objectif de 10% pour son chiffre d'affaires à l'étranger. Rencontrant des difficultés dans son propre pays, avec Ouigo en Espagne et Trenitalia, la RNF a aussi annoncé son souhait de s'étendre sur la mythique relation Paris-Lyon, mais aussi sur une liaison directe Paris-Barcelone, actuellement exploitée par la SNCF depuis décembre 2022 en TGV Euroduplex. Créée en mai 1980 et d'une longueur de 187 km, la ligne C du RER en Île-de-France va subir d'ici 2030 plusieurs transformations. D'abord, un petit point sur l'évolution du matériel roulant de la ligne. L'exploitation débute donc en 1980 avec des automotrices électriques Z5300 à niveau unique. En 1984, débarquent les fameuses Z2N. D'abord les Z5600, monocourant 1500 volts, puis un an plus tard, c'est au tour des Z8800 bicourants cette fois-ci. C'est dès 1988 que les Z5500 font leur apparition, suivis en 2001 par leur évolution, les Z20900, qui se distinguent principalement par la chaîne de traction et l'aménagement intérieur. Les Z2N seront les seuls matériels circulant sur le RERC avec la disparition des Z5300 en 2003. Pour compenser cette disparition entre Juvisy et Versailles-Chantier, 14 rames Z5600 sur un effectif de 36 sont ex-AQES. Les rames Z2N sont passées par des stades de peinture différents. D'abord la livrée tricolore d'origine Île-de-France, puis la célèbre livrée bleu transilien suivie par la livrée Carmillon, et plus récemment la livrée IDFM sur les Z20900 avec des coloris intérieurs adaptés à l'esthétique de ligne et un agencement de sièges en 2+2 pour les Z20900 contrairement aux autres Z2N avec un agencement de 2+3. Alors maintenant, qu'en est-il du parc actuel ? Eh bien c'est au total 170 rames qui le composent. On compte parmi ces 170 rames 36 Z5600, dont 14 sont ex-AQES, avec 35 Z8800, 45 Z20500 et enfin 54 Z20900.
Le tout renforcé par deux rames Z20500, les 161A et 167A, affectées auparavant à la ligne P du Transilien. Il faut savoir qu'une rénovation dite Wahoo concerne les Z20500 des lignes D du RER et P du Transilien, mais les rames Z20500 du RERC ne sont pas concernées par cette rénovation, mais par une autre rénovation qui elle est plus légère. La rame 175A fut la première à en bénéficier fin 2022 au Technicentre de Saint-Pierre-des-Corps. Elle doit être accompagnée par 30 autres rames pour cette année, mais 6 ont déjà été traitées à la mi-juin. En plus de cet effectif, c'est 16 autres rames qui doivent être traitées d'ici l'été 2024, soit la totalité des rames Z20500 du RERC. Sur quoi porte cette rénovation ? D'abord, c'est bien sûr la pose de la nouvelle livrée bleue IDFM qui est effectuée, où le petit logo SNCF apposé sur le pare-brise conducteur est à fond blanc au lieu de rouge, avec la mention voyageur juste au-dessous. Au niveau de l'intérieur, les aménagements comprenant les sièges, les tissus et les parois sont conservés, mais ils sont rafraîchis avec les coloris Transilien ou Carmillon. À cela s'ajoute la pose de ports USB, d'écrans dynamiques pour les voyageurs, le changement du type d'éclairage et la rénovation des annonces sonores pour plus de clarté. Le parc actuel sera bousculé par l'arrivée du nouveau RER-NG sur la ligne D du RER dès 2025. C'est 86 rames du RER-D sur 114 actuelles qui vont être basculées sur la ligne C du RER entre 2025 et 2029, car seules les rames ayant bénéficié de la rénovation Wahoo sont concernées par ce changement, passant d'une configuration pentacaisse à quadricaisse pour s'adapter au quai. Quant aux Z5600 et Z8800, elles disparaîtront progressivement de la ligne, direction le démantèlement. Cette mutation composera donc le parc futur de 133 Z20500 et 54 Z20900, matériel bicourant et quadricaisse. Des changements au niveau de la caténaire sont aussi opérés, la portion 1500 volts courant continu entre Bibliothèque François Mitterrand et Bretigny sera remplacée par une caténaire de 25 000 volts courant alternatif. C'est pour le moment la pose de nouveaux poteaux qui se fait, qui sont au nombre de 2000 environ. Le RERC sera aussi en correspondance avec la future ligne 15 Sud du Grand Paris Express, avec les gares de Pont-d'Orangis, ici RER, les Grésillons et bien sûr les Ardoines. Grosse nouveauté enfin sur le futur de cette ligne, le RERC verra sa ligne circulaire Versailles-Chantier-Versailles-Château supprimée, en raison de l'arrivée du futur tram-train T12 qui se substituera au train transilien entre Juvisy et Massy-Palaiseau. Néanmoins, des navettes seront mises en place entre Massy et Versailles-Chantier avec 5 rames Z5600. La radiation des Z5600 ne concerne donc pas toutes les rames. Le T12 implique donc aussi un véritable changement pour le RERC. En parlant du T12, voyons comment se déroulent ces essais. La nouvelle ligne de tram-train en Île-de-France. Le T12 fera liaison entre les terminus de Massy-Palaiseau et Évry-Courcouronnes, d'une longueur de 20 km environ, dès le 10 décembre 2023. Deux parties le composent. La première en zone urbaine de 10 km entre Épinay-sur-Orge et Évry-Courcouronnes, et une seconde sur le RFN entre Épinay-sur-Orge et Massy-Palaiseau. Et là est toute la particularité de ce nouveau tram-train. En effet, le T12 cohabitera avec d'autres activités ferroviaires sur la progression du RFN. Une première pour ce type de ligne en Île-de-France. Des essais dynamiques ont déjà débuté depuis le début de l'année sur le RFN pour assurer la compatibilité des rames sur la ligne. C'est ensuite la zone urbaine qui a été visée par les essais dès le 24 avril. Le T12 desservira 16 gares, 9 nouvelles stations en zone urbaine et 7 sur le RFN, dont 2 nouvelles, totalement prêtes à la desserte en octobre. Ces essais visent avant tout, comme pour le RER-NG, la compatibilité des infrastructures, du matériel, de l'alimentation, mais aussi de la fiabilité des parcours sur le RFN. Ces essais se dérouleront
jusqu'au 11 septembre avant de débuter la phase de marche à blanc, phase qui s'annonce délicate en raison de la cohabitation des autres trains du RER-C, de fret et des TGV sur le RFN. Comme nous l'avons dit auparavant, cette nouvelle ligne de tram-train prendra le relais sur la liaison Versailles-Chantier, Versailles-Château du RER-C, où des navettes Z2N seront mises en place entre Versailles-Chantier et Massy. Du côté matériel, c'est 25 rames U52600 longues de 42 mètres qui seront utilisées pour exploiter la ligne. Exploitation gérée par Transkeo, filiale de SNCF Voyageurs. Parmi ces 25 rames, 15 ont déjà été livrées par Alstom à la fin du mois de juin, mais l'exploitation du T12 se différenciera aussi par la circulation en UM, avec une estimation de 40 000 voyageurs quotidiens cadencés sur un battement de 10 minutes entre chaque convoi. Aussi, le tram-train sera rapide, 70 km/h en zone urbaine et jusqu'à 100 km/h en zone ferroviaire nationale. Concernant l'électrification, la ligne se différencie aussi par une alimentation de 1500 volts en courant continu sur toute la ligne, alors que notamment c'est du 750 volts qui est utilisé pour les zones urbaines. L'enjeu de cette ligne est assez important car elle permettra de faciliter grandement les déplacements entre les deux secteurs majeurs du territoire que sont Massy et Évry. Le financement est de l'ordre de 526 millions d'euros, dont 150 millions d'euros pour le matériel financé à 100% par IDFM. Les autres acteurs financiers sont l'État, la SNCF, la région Île-de-France et le département de l'Essonne. Par ailleurs, les élus de ce département se sont félicités de cette arrivée et certains pensent même l'appeler ultérieurement l'Essonnien. Dirigeons-nous maintenant vers le Pays de Galles et plus particulièrement sur les liaisons régionales. Transport for Wales Rail, ou TFW Rail, est un exploitant public du Pays de Galles, filiale de Transport for Wales détenu par le gouvernement. Le 7 février 2021, l'opérateur avait repris les activités du collectif Keolis Amey Wales, composé à 60% du groupe Keolis et à 40% du groupe Amey. Ce collectif devait exploiter pour 15 ans, à partir d'octobre 2018, la franchise Wales and Borders. TFW Rail doit aussi exploiter d'ici la fin de l'année les liaisons South Wales Metro, le RER de Galles du Sud en quelque sorte. Ces liaisons se situent non loin de Cardiff et sont d'une longueur d'environ 137 km. Au total, c'est 223 gares exploitées au Pays de Galles, sur les 248 par TFW Rail. L'opérateur a pour projet de renouveler son parc matériel pour les liaisons régionales du Pays de Galles, avec 148 nouvelles rames prévues pour 2024. Alors d'abord, un petit point sur le parc matériel ancien. Fin avril 2023, en plus des 6 locomotives classe 67 avec voiture MK4 que TFW Rail compte parmi ses effectifs, 115 anciennes automotrices, à commencer par des classes 150-2 Sprinter, au nombre de 35. Ces rames des années 80 diesel hydraulique peuvent circuler en unités multiples, bien sûr entre elles, mais aussi avec des classes 153 Super Sprinter, au nombre de 26, également des années 80. En plus de ces automotrices, on compte 24 Express Sprinter classe 158, accompagnés de 3 Turbostar classe 170-2, qui doivent être cédés à East Midlands Railway cette année. Puis ce sont des classes 175 Coradia 1000 construites par Alstom au nombre de 11 et 16 classes 175-1 Coradia 1000. Ces anciennes rames intérieures aux années 2000 ont été renforcées par la mise en circulation de rames automotrices classe D230 D-Train dès le 3 avril 2023. Cette fois, ce ne sont pas des trains diesel hydrauliques mais des trains diesel batterie. Ces nouvelles automotrices permettent d'économiser environ 25% de carburant avec des batteries lithium-ion d'une puissance de 100 kWh, rechargées par des moteurs Ford Duratorque 3.2 TDCi et par freinage régénératif. Enfin, ce sont 9 Flex Class 769, issus de la transformation des classes 319 électriques, qui circulent dès novembre 2020. Mais peu fiables, elles devront être réformées et ont cessé de circuler en mai 2023. Maintenant, un point sur le matériel neuf.
Comme nous l'avons expliqué juste avant, TfW Rail, ayant repris les activités d'exploitation du contrat Wales and Borders, c'est 1,9 milliard de livres sterling, soit environ 2,21 milliards d'euros, qui doivent être injectés pour ce contrat, dont 800 millions de livres sterling, donc environ 934 millions d'euros, pour l'achat de 148 automotrices neuves pour reverdir le parc et le moderniser. Les constructeurs CAF et Stadler Rail ont été sollicités. Au programme, c'est 77 CVT classe 197, dont 51 classe 197-0, 30 sans ETCS et 21 avec ETCS niveau 2, et 26 197-1. La différence entre les 197-0 et les 197-1 est la puissance de moteur et également l'aménagement intérieur. Toutes ces unités ont une transmission diesel hydraulique. La première unité, la 197-004, a été mise en circulation commerciale le 14 novembre 2022, suivie par la mise en service des autres engins dès le 10 décembre 2022. C'est aussi 11 Flirt classe 231 pentacaisse de 1500 kW ultra moderne qui circulent sur les liaisons Penarth-Bargod et Penarth-Rimney depuis la mi-mai. Elles incluent Wi-Fi, WC, emplacement PMR, emplacement pour vélo, port USB, prise électrique et climatisation. Ces classes 231 sont à transmission diesel électrique et se situent parmi les moins polluants, avec moteur stage 5. Elles sont accompagnées par 24 Flirt Yuka classe 756. À l'image des classes 231, elles disposent des mêmes équipements et des mêmes normes d'émission et peuvent circuler en unités multiples 3 éléments. On compte parmi ces 24 classes 756, 7 classes 756-0 quadricaisse et 17 classes 756-1 pentacaisse, comptant 50 places assises supplémentaires. Commandées en février 2019, elles devraient pouvoir entrer en service cette année. Enfin, ces 36 trains CityLink classe 398 hybrides électriques qui permettront la desserte du réseau South Wales Metro que l'on a évoqué auparavant. Ces nouvelles rames CityLink devraient être opérationnelles d'ici 2024. La première rame a été livrée au dépôt de Cardiff Taftswell le 21 mars 2023. On l'aura compris, l'opérateur TfW Rail cherche d'abord à moderniser son parc matériel d'ici 2024, mais aussi et surtout de réduire considérablement les émissions de dioxyde de carbone pour une mobilité plus douce. Partons enfin en Allemagne où nous parlerons du S-Bahn de Hambourg, prévoyant 2 changements d'offres importants, un qui aura lieu en fin d'année et un autre qui aura lieu en 2030. Mais d'abord, un petit point sur l'état du réseau actuel. Aujourd'hui, le S-Bahn de Hambourg est composé par 6 lignes, la S1, Wedel Hamburg Airport Poppenbüttel, puis la S2, Hamburg-Altona-Bergendorf, la S3 de Pinberg à Stade, puis la S11 de Blankensee à Poppenbüttel, en passant par la gare principale, la S21 entre Elbgaustrasse et Aumühle, et enfin la S31 entre Altona et Harburg-Rathaus. Au total, c'est 147 km de lignes entièrement électrifiées, soit par caténaire 15 kV 16,7 Hz, soit par troisième rail 1200 V à courant continu. Le réseau est exploité par S-Bahn Hamburg GmbH, filiale de la Deutsche Bahn. Concernant le parc matériel actuel, c'est 103 ET 474.0 qui circulent. Construites entre 1996 et 2001, ces automotrices comptent 208 places assises avec une vitesse de pointe de 100 km/h. Il y a aussi parmi les effectifs du parc 9 ET 474.3, version plus récente que les 474.0. On retrouve également 53 ET 490.0 de 2016 et 29 ET 490.1, soit un total de 194 automotrices, toutes tri-caisses. C'est donc face à l'augmentation du nombre de voyageurs, plus 30% depuis 2007, et celle de l'offre, plus 15%, soit environ 1,7 million de kilomètres train, que les relations S-Bahn de Hambourg vont subir des changements à partir du 10 décembre 2023, soit la même date que la mise en service du T12. Les relations irrégulières jusqu'alors exploitées uniquement en heure de pointe, la S21 et la S11, seront directement intégrées dans les relations principales. Autrement dit, ces numérotations spécifiques vont disparaître. Avec la suppression de ces 2 relations spéciales, le nombre de lignes passera alors de 6 à 4. La S11 sera intégrée à la S1 et portant la cadence à 5 minutes dans le City Tunnel. Il en est de même à Hambourg-Dammtor avec l'intégration de la S21 dans la S2.
La S3 verra ses temps de parcours légèrement allongés et sera raccourcie jusqu'à Neugraben. Enfin, la création d'une nouvelle ligne S5 Elbgaustrasse-Buxtehude-Stade qui reprendra une partie des missions de la S21 et de la S31 du réseau. D'autres changements connexes seront réalisés en exploitation, comme le prolongement des temps d'arrêt dans les grandes gares, et encore la circulation en unités multiples 3 éléments des ET490 en semaine pour faire face aux périodes de forte fréquentation. Ces mêmes ET490 seront également en service sur la nouvelle S5. Grande nouveauté également, certains S-Bahn de Hambourg circuleront sur la ligne AKN, Altona-Kaltenkirchen-Neumünster, jusqu'à Kaltenkirchen. Dès la mi-janvier 2023, des travaux de modernisation et d'électrification ont débuté. C'est au 1er juin que AKN disposait de 32 automotrices pour l'exploitation de la ligne, dont 18 V2.51 et 14 Coradia Ligne 54 série V281. AKN a renforcé son parc avec l'arrivée de Lint 54, radiant ainsi du réseau les V231 Bikes, et avec la location d'une rame Lint 41 VT306 ex-HEX. En réalité, la mise en circulation des S-Bahn sur cette ligne est liée à l'abandon d'un projet de ligne lancé en 2008. Les premiers travaux préparatoires ont commencé le 1er décembre 2022 et l'électrification par caténaire 15 kV 16,7 Hz a commencé le 16 janvier 2023. Seule la section Hambourg-Eidelstedt et Eidelstedt-Zentrum sera électrifiée en 3e rail, ce qui représente environ une portion de 5,6 km. Ces travaux incluent aussi la construction d'une toute nouvelle sous-station à Kaltenkirchen et sont programmés en 4 phases. Du 16 janvier 2023 au 19 août 2023 pour la portion Burgwedel-Ellerau, puis du 20 août 2023 au 29 juin 2024 pour la portion Eidelstedt-Burgwedel, du 30 juin 2024 au 8 mars 2025 pour Quickborn-Ulsburg, et enfin du 9 mars 2025 au 29 novembre 2025 pour la portion Ulsburg-Sud-Kaltenkirchen. Quelques modifications connexes sont programmées, comme la mise à double voie pour les portions Hambourg-Eidelstedt, Eidelstedt-Zentrum et Quickborn-Elterau, des mises à niveau des quais pour accueillir des nouvelles rames S-Bahn, et la modernisation de la signalisation et des passages à niveau, avec une vitesse maximale autorisée portée à 80 km/h. Enfin, une fois tous les gros travaux d'infrastructure et de tronçons terminés, 3 nouvelles lignes s'ajouteront. La S4, de Altona jusqu'à Bad Oldesloe, qui prendra vie en 2029 pour un coût de 1,85 €, puis la fameuse S5 dont nous avons déjà parlé avec un cadencement de 10 minutes en heure de pointe, 20 minutes en heure creuse, et enfin une nouvelle ligne S6 reliant Elbstrasse à Neugraben en passant par Dammtor et Hamburg-Rathaus avec un projet de city-tunnel nouveau de 5,5 km entre Hamburg Hauptbahnhof et Altona. Les enjeux de ces multiples modifications sont importants. Meilleure qualité de service, plus d'offres de transport, plus de dessertes et aussi plus de rapidité, d'autant plus que certaines lignes pourraient être automatisées. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout cette édition d'Inforail. Vous avez sur votre écran les sources avec lesquelles nous avons travaillé. Si vous avez la moindre question, suggestion ou remarque, l'espace commentaire est fait pour ça. En attendant, nous vous disons à très bientôt, avec notamment l'arrivée d'une nouvelle vidéo qui portera sur Train Sim World 3 et le lancement d'un nouvel opus.